Nous l'avons vu, tout un tas d'éléments en lien avec les critères diagnostiques peuvent être recueillis rien qu'au cours de l'anamnèse. Par exemple, le repérage des facteurs de protection et des signes d'appel de comorbidité, par exemple, en appui sur les éléments développementaux. Nous pouvons aussi repérer les facteurs de risque en appui sur ces mêmes données. C'est aussi lors de l'anamnèse que l'on peut appréhender les éléments de persistance et d'interférence nécessaires au diagnostic. Enfin, il nous faudra faire appel à toute notre expertise clinique pour être pertinent lors de notre anamnèse et démêler la question de la spécificité. Facteur d'exclusion ou simple comorbidité? Avec tout ça, notre question principale en clinique est: comment faire pour ne pas s'éparpiller? Comment faire pour en finir avec ces anamnèses définitivement trop longues et non contributives, au cours desquelles on s'arrache parfois les cheveux et que l'on met des heures à rédiger? La réponse est bien de réaliser une anamnèse ciblée. Dans les ressources du e-learning, tu trouveras cette fiche méthodologique qui t'aidera à synthétiser les données de ton anamnèse. Mais quant au contenu lui-même de l'anamnèse, voici ce que nous pouvons en dire. Tous ces éléments peuvent être repérés et évoqués lors de notre anamnèse. Comme tu le vois, il est possible de les classer et de les interpréter en tant que critères d'exclusion possibles, comorbidité, facteur de risque ou facteur de protection, parfois deux lectures possibles pour une même donnée. C'est le fait d'avoir écrit en couleur les éléments concernés ou de les avoir encadrés, soit en rouge pour les critères d'exclusion, soit en jaune pour les comorbidités. Je t'invite à mettre sur pause si tu veux prendre le temps de bien lire et une fois que ce sera fait, on continuera ensemble. Tout de suite, la suite. Ce tableau de synthèse est certes intéressant, mais il ne nous dit pas vraiment en pratique comment faire. Je t'invite donc à découvrir pour la suite l'anamnèse telle que moi, je la pratique. À toi évidemment de penser la tienne comme tu l'entends, en t'appuyant sur les informations qui te paraîtront pertinentes à toi. Bien sûr, il s'agit ici de ma trame générale, mais en fonction des réponses des patients, des signes d'alerte que j'identifie, des incertitudes que j'ai, je vais creuser certains points et poser d'autres questions. Mon anamnèse n'est donc pas figée, mais elle est bien dynamique. Y a-t-il donc une anamnèse? Non, puisqu'elle va être différente, à la fois en langage oral, en langage écrit, en cognition mathématique et même en neuromyofonctionnel ou en surdité par exemple, en fonction des données de la littérature propres à chaque domaine. Mais elle va aussi devoir être évolutive et adaptative en lien avec notre raisonnement clinique au cours de l'entretien anamnestique et en fonction, je l'ai déjà dit, des réponses du patient. On va donc pouvoir parler de trame d'anamnèse, une trame d'anamnèse, mais des anamnèses spécifiques autant que de patients, ne l'oublions pas. Pour ma part, au début du rendez-vous de bilan, je m'occupe de tout l'administratif, création du dossier dans le logiciel de télétransmission et recueil des informations administratives complémentaires obligatoires pour le compte-rendu de bilan orthophonique. On en reparlera un petit peu plus tard. Je le questionne ensuite sur la profession des parents. À ton avis, pourquoi? Eh bien, parce que ça me permet de recueillir des données concernant le niveau socio-professionnel familial et aussi le niveau de littératie par inférence, ce qui fait partie des facteurs de protection et des prédicteurs de l'acquisition du langage écrit. J'en profite pour questionner sur la fratrie en ayant en tête de pouvoir rebondir ensuite lors de la recherche d'antécédents familiaux. Concernant l'origine de la demande, elle va pouvoir me renseigner à la fois sur l'impact des troubles dans la vie du patient. Si la demande émane des enseignants, par exemple, j'imagine bien qu'il y a un impact scolaire significatif puisqu'il est relevé, versus une plainte du patient sans que ce ne soit signalé à l'école. La demande de la plainte et des difficultés va dans ce sens de pouvoir faire le point sur la description exacte des difficultés. La plainte, ce que le patient ressent et peut exprimer ou rapporter de ses difficultés, et la façon dont elles se traduisent au quotidien. Qu'est-ce qui est difficile pour toi concrètement en lecture?
Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que tu lis mal? Je peux alors étayer l'échange en demandant au patient comment cela se passe également en compréhension écrite. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et aussi comment ça se passe en orthographe. Comment est-ce que tu écris? Est-ce que c'est difficile pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est difficile? Est-ce que tu peux préciser? Gestes moteurs, orthographe. Est-ce que tu fais beaucoup de fautes d'orthographe? Si oui, beaucoup plus que tes copains ou copines. Voilà un petit peu tous les éléments que je peux recueillir à ce moment de mon anamnèse. À ton avis, quel élément diagnostique les adaptations scolaires vont-elles me permettre de valider? Toujours celui de l'interférence, en effet, mais on va aussi pouvoir toucher du doigt la question de la persistance. C'est souvent lors de ce point que sont abordées, au-delà des aménagements pédagogiques, les questions sur les APC, les aides personnalisées complémentaires, donc le soutien au sein de l'école. Les questions de pédagogie différenciée ou encore l'intervention du RASED, qui, je le rappelle, sont autant de facteurs permettant de valider la persistance du trouble s'ils sont mis en place depuis plus de 6 mois. Ne pas oublier donc de demander depuis quand ces aides sont en place. On continue notre entretien anamnestique. Quid des antécédents personnels et familiaux? Les antécédents personnels peuvent aussi aller dans le sens de la persistance, si le patient par exemple a déjà fait de l'orthophonie pour des troubles du langage écrit, évidemment. Mais en demandant si le patient a des antécédents de prise en soins, on va aussi pouvoir recueillir des informations en lien avec des comorbidités, s'il a déjà eu des suivis en psychomote par exemple, ou en orthophonie pour des troubles du langage oral. Je rappelle aussi ici que le dépistage des comorbidités est de notre devoir et les connaître a donc son importance dans la mesure où il peut s'agir de facteurs de risque. Comorbidité ou facteurs d'exclusion d'ailleurs, ces éléments pourront nous permettre de nous questionner à ce sujet en fonction des réponses des patients et des parents. S'il y a des antécédents de prise en soins en CMPEA, par exemple, dans le cadre d'un retard peut-être plus global. Attention, sur cette diapo, il y a des pièges. Sauras-tu les retrouver? Quels éléments ne sont pas contributifs pour un bilan du langage écrit? N'hésite pas à mettre sur pause si tu veux prendre le temps de réfléchir. Bien vu, il n'y a pas de données dans la littérature, à ma connaissance aujourd'hui, qui permettent de faire un lien entre les troubles du langage écrit et la prise du biberon ou la scission non nutritive, l'alimentation ni le bilinguisme ou encore le mode de garde. Pas nécessaire donc d'évoquer ces questions en l'absence de signes d'alerte particuliers. Et par exemple, si l'alimentation peut avoir un lien avec les troubles alimentaires pédiatriques ou les troubles du spectre de l'autisme, on n'est pas tenu d'un dépistage exhaustif, c'est plutôt le rôle du médecin, mais plutôt de dépister les troubles pour lesquels des signes d'alerte apparaissent plutôt spontanément. Et donc, on est surtout tenu de réorienter correctement les patients pour l'exploration de ces troubles suspectés. Quant aux autres éléments, ils peuvent nous renseigner sur des facteurs de spécificité ou des comorbidités. Au niveau psychomoteur, comment s'est déroulé le développement du patient? Vers quel âge a-t-il marché? Y a-t-il eu une maladresse particulière? En fonction de son âge, comment se débrouille-t-il pour l'habillage, pour faire ses lacets, utiliser une tirette ou boutonner un vêtement, pour faire du vélo ou de la natation, pour découper et colorier précisément, ou encore, pour les plus grands, pour manipuler leurs outils de géométrie. Au niveau du sommeil et des syndromes d'apnée ou hypopnée obstructive du sommeil, les SAHOS, dont on parle de plus en plus, des données nous rappellent qu'au niveau des apprentissages, il y a un lien qui est retrouvé entre les ronflements et la diminution des performances scolaires en mathématiques, en sciences et en orthographe. Mais cela n'est pas en lien direct, a priori, avec les hypoxies dans les études qui existent. Le sujet le plus central aujourd'hui, c'est celui des SAHOS et du TDAH. En effet, il semblerait bien que la présence d'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil puisse induire des symptômes similaires au TDAH et conduire donc à des erreurs diagnostiques. En cas de suspicion de troubles du sommeil, donc un sommeil agité, une transpiration nocturne, des ronflements, une respiration bouche ouverte, un sommeil non réparateur, des cernes ou un profil appelé long face, donc des enfants avec un visage plutôt fin et allongé, il est indiqué d'orienter l'enfant chez un ORL spécialisé
pour un bilan du sommeil. Et je t'invite à aller consulter les ressources qui sont disponibles sur le site sleepclinic.be qui est spécialisé dans ce domaine. Au niveau de l'âge d'acquisition de la propreté, on pourrait le rapprocher du développement psychomoteur et cette information permet d'avoir une idée du développement global et donc d'écarter un facteur d'exclusion possible ou une comorbidité éventuelle. Si les parents ont du mal à se rappeler l'âge d'acquisition de la propreté, une estimation sur ce qu'il en était lors de l'entrée à l'école sera suffisante et certainement plus simple à se rappeler pour les parents. C'est un peu la même chose pour les aspects langagiers. Figure-toi qu'en réalité, et d'après les données de la littérature, l'âge des premiers mots n'a en fait que peu d'intérêt. En effet, l'âge d'apparition des premiers mots peut être difficile à se rappeler pour les parents, et encore faut-il être au clair sur ce qu'on appelle les premiers mots. Et dans la littérature, un développement tardif du langage est déclaré lorsque les enfants ont moins de 50 mots dans leur vocabulaire expressif à l'âge de 2 ans. Mais à ces âges-là, la variabilité interindividuelle est très forte et on sait que sur tous les enfants qui sont concernés, donc qui ont moins de 50 mots dans leur vocabulaire expressif à 2 ans, parmi tous ces enfants-là, 75% auront malgré tout un langage normalisé entre l'âge de 4 et 5 ans, mais sans aucune intervention spécifique. Ils auront donc en quelque sorte rattrapé leur retard. Et donc 75%, c'est quand même une partie importante et donc ça ne justifie pas de s'affoler, entre guillemets, tout de suite dès qu'on va remarquer ces parleurs tardifs. Il ne semble donc pas pertinent de s'appuyer sur ces informations dans notre anamnèse et tu peux donc oublier cette question. Par contre, une information qui semble plus discriminante est la capacité à combiner des mots à 2 ans. Mais ça paraît également difficile pour les parents de répondre précisément sur ce point. Et donc, personnellement, je demande alors comment l'enfant parlait à l'entrée à l'école. Est-ce qu'il faisait des phrases et est-ce qu'il était intelligible ? L'entrée à l'école est marquante pour les parents, donc ils vont avoir plus de facilité à se rappeler comment était leur enfant à ce moment-là et notamment comment il parlait. Puis s'il y a des difficultés particulières, souvent les enseignants vont alerter les parents et donc il y a des informations plus précises à ce niveau-là. L'intelligibilité réduite, c'est aussi un élément qui peut faire suspecter la présence d'un trouble du langage, donc d'une comorbidité et donc d'un facteur de risque. Donc c'est une information qui va être importante à recueillir. On arrive au bout. La recherche d'antécédents ORL peut permettre de demander un audiogramme complémentaire en cas de lecture imprécise ou de confusion sonore nombreuse, par exemple, ou alors si des éléments nous font penser à un trouble du langage oral. Quant aux antécédents médicaux, la présence d'une pathologie telle qu'un syndrome génétique, par exemple, pourrait être un facteur d'exclusion de la spécificité, tout comme une pathologie chronique qui entraîne des hospitalisations régulières. La présence d'asthme, le port de lunettes, une scoliose ou avoir eu l'appendicite n'auront évidemment aucune importance pour notre diagnostic de trouble du langage écrit. Enfin, si le sujet n'a pas été suffisamment abordé lors du recueil de la plainte et de la recherche d'impact sur les apprentissages, je re-questionne le patient sur ses apprentissages scolaires, savoir comment ça se passe, où est-ce qu'il est en réussite, où est-ce qu'il est en difficulté. Et pour apprendre à le connaître, avoir un peu en tête ces centres d'intérêt sur lesquels je pourrais m'appuyer au cours de la prise en charge, mais aussi pour avoir une idée de son emploi du temps et savoir quand je vais pouvoir caler les séances d'orthophonie et quel niveau d'engagement je vais pouvoir lui demander à la maison. J'évoque avec lui ses centres d'intérêt, ses activités extrascolaires et la façon dont il s'occupe à la maison. À tout hasard, s'il aime lire et qu'il lit régulièrement, j'aurai coché un facteur de protection supplémentaire. C'est maintenant à toi de réfléchir à ta propre trame d'anamnèse, inspirée ou non de celle-ci, que tu retrouveras malgré tout dans les ressources du e-learning. Bon courage!